Welcome everyone to this exciting session on financing sustainable livestock value chains for rangeland restoration, for which I would like to thank the Global Environment Facility, the Belgian government, and the donors of the 1CGIAR for supporting. I am Fiona Flinton. I'm a senior scientist at ILRI, and I am your host, your moderator for this session. This session is being convened by ILRI and IUCN. We have a great mix of speakers from all over the world, but with one thing in common. Une chose en commun, leur préoccupation pour la production soutenable des chaînes de valeur de bétail et la restauration des terres de pâturage. Nous allons discuter comment ceci peut être mieux obtenu en parlant surtout du rôle principal du secteur privé. Et nous avons avec nous Kelly Pence qui nous fera une présentation des discussions et qui sera mise sur le site web après notre réunion. Nous avons un agenda que je vais vous présenter. Merci de visiter notre page web où vous trouverez toute l'information. Nous aurons des réponses aux questions que je vais poser. Si vous avez d'autres questions pour nos conférenciers, merci de les mettre par écrit dans la discussion et nous les participerons. Nous n'avons temps que pour quelques questions. Donc, je donne maintenant la parole à Chris McGarrett du programme de jeunes et qui est le co-président de cette session. Chris, nous allons commencer cette session. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi est-ce que la restauration des terres de pâturage est si importante? Merci beaucoup, Fiona, de cette question. Je suis très content d'être ici pour parler des terres de pâturage. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Il faut se souvenir qu'elle couvre 40% des terres sur la planète. Et elles ont soutenu des cultures très fortes, qui sont utilisées. Et cependant, elles sont en train de souffrir une dégradation très rapide. Il y a une dégradation très forte des terres et ceci s'est fait près des zones humides. Donc, ceci a un effet direct sur la vie humaine. Ce sont les personnes qui travaillent dans ces zones qui sont impactées directement par cet élevage et par la dégradation de ces terres. Ce sont également toutes les questions que nous connaissons, le changement climatique qui est en train de détruire peu à peu la résilience de ces communautés et de leur écosystème. Depuis que certains engagements mondiaux ont été pris pour faire face à ces déséquilibres dans l'environnement et le désastre de changement climatique et leur effet sur la sécurité alimentaire, malheureusement, on ne parle pas beaucoup de la restauration des terres de pâturage. Et ceci est important parce qu'on est en train de laisser de côté des personnes qui ont besoin d'aide pour produire des aliments et dû surtout à certaines pratiques de gestion pas très bonnes ou par exemple des régions où un changement climatique est très fort et on n'a pas les moyens de s'adresser à cette question. Si nous ne faisons pas face à ce problème, nous ne pourrons pas atteindre la sécurité alimentaire, nous ne pourrons atteindre les objectifs du millénaire et tous les autres objectifs que nous nous sommes fixés. Malgré toute cette destruction des terres de pâturage et le besoin, je vois que ceci traîne de loin derrière la restauration des forêts. Alors, pourquoi cela? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et je pense qu'il faut voir le contexte aussi. La restauration des forêts, bien entendu, vient d'une histoire où les forêts ont généré beaucoup d'intérêt au niveau mondial à cause de leur intérêt économique et ils ont donc causé beaucoup d'investissements aussi financiers autour des forêts, de la production forestière et tout ce que ceci implique pour les différents secteurs économiques, pour les communautés. Et donc,
beaucoup des études, des efforts ont été plutôt visant à la restauration des forêts et pas des terres de pâturage. Ceci se fait surtout dans des pays qui n'ont pas encore bien compris l'importance de cette question. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et donc, parce que nous ne comprenons pas la richesse qu'il y a dans ces terres de pâturage, dans cet environnement. Et ils sont ignorés, ils sont laissés de côté. Et ces pays n'ont pas une idée claire de l'importance de ces terres de pâturage. Et c'est ça le problème. Parce que cela va aller avoir un effet de domino sur les autres aspects. Par exemple, il y aura une exclusion dans les systèmes internationaux. Il y aura également un manque de compréhension, ce qu'il faut faire pour faire face à ce problème. Merci, Chris. Nous allons donc passer à la Mongolie, où Madame la présidente de la Fédération de pastoraux en Mongolie, je parle de la docteure Angaman Tassali. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la situation dans votre pays, surtout la restauration de ces terres de pâturage? Merci beaucoup de votre présentation. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, en Mongolie, il y a ce grand défi. 70% de notre territoire est couvert par des terres de pâturage et les évaluations internationales qui ont fait ont montré la dégradation de beaucoup de ces terres. Il y a 13% déjà qui ont atteint un stage de désertification. Je travaille depuis 18 ans sur ces questions et au ministère, nous avons commencé dès le début à essayer d'encourager les pasteurs à prendre les mesures nécessaires pour la gestion de leurs terres. En Mongolie, il y a cette pratique classique ancestrale des terres de pâturage et une des raisons principales, c'est que nous avons beaucoup d'animaux. Nous avons 17 millions d'animaux et ceci a un impact évidemment. Au début, nous avons essayé de travailler pour le partage des terres avec plusieurs groupes et nous avons établi des commissions. Et peu à peu, les communautés ont commencé à introduire des pratiques de gestion. Et même si nous avons beaucoup de possibilités, il y a beaucoup à faire dans le travail d'application de l'application des règles, des nouvelles lois. Aussi bien Chris que Fiona ont parlé de ce besoin d'une législation. Et bien entendu, les gens préfèrent parler des ressources forestières où il y a une valeur plus claire, mais on ne perd de vue l'importance de la valeur des terres de pâturage. Et ceci est important, surtout dans notre pays. Et c'est là où nous en sommes en ce moment, parce que la Mongolie n'est pas très connue dans le monde. Nous essayons de promouvoir notre pays dans la scène internationale. Merci. Merci beaucoup. Il y a également un commerce yes, vous pouvez nous donner une idée, un truc de ceci? Oui, nous voyons qu'il y a 35, parce que dans le pas, la Mongolie n'a pas eu de ce genre de problème de production parce qu'il n'y avait pas ce demande de Cachemire. Mais ceci est devenu une opportunité, mais également un problème parce que nous n'arrivons pas à développer cette industrie. Il y a des grandes marques en Italie, en France, en Allemagne qui sont en concurrence avec nous et la deuxième, c'est nous avons pu augmenter nos ventes, mais la Chine est également une grande productrice et c'est la Chine qui est en grande concurrence avec nous. Mais essayer d'exporter vers l'Europe n'est pas facile parce qu'il y a une limitation de nos ressources. Notre système n'est pas bien organisé et la chaîne de production de valeur
Et parce qu'il n'y a pas de dépréciation et nous essayons de produire un cachemire de haute qualité et de le vendre aux intermédiaires chinois. Mais c'est ça qui cause un problème pour les ressources pour notre gens. C'est des histoires plutôt tristes parce que nous avons cette production. Les gens ne savent pas d'où vient le cachemire. Et donc, dans la question de la conscience sociale, ceci est un problème. Et c'est pour ça que nous essayons de travailler sur ce domaine et de pouvoir joindre nos forces avec vous pour pouvoir et nous pouvons ensemble travailler à renforcer la capacité productrice de nos pasteurs et de ces personnes qui produisent le cachemire et pouvoir présenter leurs produits sur le marché international. Et une autre chose, si je puis, le système de production en Mongolie sont très différents de ceux d'un pays industrialisé. Et cela également crée une situation spéciale qu'il faut bien comprendre. C'est en fait un début en Mongolie. On n'a pas encore commencé à appliquer de système moderne en Mongolie. Merci beaucoup. Et si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent aller à votre site web sur la Mongolie et trouver plus d'informations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans Slater après la conférence des partis qu'ils ont dit comment ils allaient planter 1 milliard d'arbres en Mongolie et que ceci pourrait augmenter la production du PIB en 1%. Parce que donc c'est Est-ce que c'est une bonne idée de planter des arbres dans des terres de pâturage? Est-ce que cela va avoir un effet sur l'environnement? Je pense que notre amie Suzanne a des idées là-dessus. Oui, merci. Bien entendu. L'idée d'une restauration, c'est d'améliorer les écosystèmes, mais les terres de pâturage ne sont pas des forêts et ne peuvent pas être transformées en forêt. Donc, planter de larges nombres d'arbres dans ces terres a plutôt l'effet de détruire les écosystèmes, autant dans le pays qu'au niveau mondial. Une des raisons pour lesquelles les gens veulent planter des arbres, c'est parce qu'elles peuvent emmagasiner plus de carbone que les terres de pâturage. Mais cela laisse de côté le rôle que jouent les terres de pâturage dans les écosystèmes. Surtout, c'est un sol qui était résilient contre les incendies, les changements climatiques pour le pâturage, parce que c'est protégé. Lorsqu'on plante des arbres, cela va changer les systèmes, l'écosystème. Et en fait, les forêts plantées offrent un gain en carbone très faible. Et lorsqu'on essaie de planter des zones de pâturage, de transformer ces pâturages en forêt n'est pas une bonne idée. Parce que c'est également un effet sur les animaux qui sont adaptés à des conditions ensoleillées où il n'y a pas d'arbres précisément dans les terres de pâturage. Et on pense souvent que planter des arbres va améliorer le climat et va augmenter la disponibilité de l'eau dans les savanes et dans les terres de pâturage. En fait, les arbres réduisent l'écoulement des eaux, la présence d'eau. On a fait des études là-dessus. C'est très différent si vous restaurez des forêts qui étaient des forêts précédemment, c'est-à-dire dans des zones où la forêt a été détruite. C'est très différent dans cette situation. Il y a un autre risque de se replanter beaucoup des arbres, surtout dans les alpages. C'est le type d'arbre qui va remplacer la végétation à couleur claire et cela va augmenter l'effet solaire. C'est-à-dire la végétation obscure va refléter plus de rayons infrarouges. Et donc, en fait, ils vont réchauffer la planète, même s'ils suppriment du carbone. Donc, les gens commencent à reconnaître les limitations que des résultats de planter beaucoup des arbres et surtout leurs effets négatifs. Et je pense que quelque chose qui est très intéressant pour ce groupe sont les activités pastorales, les activités de pâturage, le travail de bétail qui ont besoin de systèmes ouverts, qui ont besoin d'herbes.
Et je pense que ce n'est peut-être pas qui attire les gens d'un point de vue économique, mais il ne faut pas oublier que les terres de pâturage et la végétation d'herbe qu'elles ont a une signification culturelle très importante pour les gens qui habitent là, pour la dimension du tourisme également, et s'ils courent le risque d'être détruits. Donc, ce n'est pas seulement de planter des arbres. J'aimerais revenir en Mongolie et demander à Madame Galagocha, qui est la présidente d'une compagnie de production de cachemire en Mongolie. Monsieur Amabolt, qu'est-ce que vous pensez? Quelle serait la façon adéquate pour travailler les terres de pâturage pour produire des ressources pour le business, pour les gens de ce jeune? Et c'est Madame Eken qui va traduire la question en mongol. Одоо ингээд бэлчээрээс нөгөө ноолураас үйлдвэрлэлээс ингээд ашиг орлого хийгээ тэгээд хажуугаар нь бас ингээд бэлчээр нутгаа ингээд зүй зохистой ашиглах хамгаалах ямар боломж байгаа вэ? Та одоо энэ талаар одоо хийж байгаа ажлаасаа бас бид нартай болцохгүй юу гэж. За юуны өмнө та бүхэнд энэ өдрийн мэнд өргөе. За ингээд Монголын бэлчээрийн менежментийн толгуурлаж манай бэлчээрийг дэмжиж ажилладаг энэ компани байгаа. За бидний ярих юм бол ягаад одоо Монгол оронд энэ бэлчээрийн менежмент тэр тусмаа одоо Монголын мал аж ахуй үйлдвэрлэлийг зохистой авч явахын тулд уламжлалт мал аж ахуйг одоо үр дүнгийн одоо үйлдвэрлэлөөр шилжүүлэхэд бол одоо ашиг шимтэй байх талаас нь анхаарч байгаа. Манай компанийн хувьд бол одоо жишээлбэл одоо малчтын хоршоотой хамтарч ажиллаж тэдний бэлчээрээ хэрхэн сэлхэж хоорондоо одоо бэлчээрийнхаа үйл ажиллагааг одоо зохицуулж чадж байгаа үед нь урамшуул болгох төв эдийнхэн чанартай их анхаарж байгаа энэ талаас нь дэмжиж ажилладаг энэ компани байгаа. So my company has been working with Donc, ma compagnie est en pourparlers avec le secteur de production de cachemire depuis longtemps. Nous nous rendons compte qu'il y a une question très importante sur la préservation des pâturages. Une des parties prenantes a précisément travaillé avec nous pour augmenter la productivité. C'est l'un des grands défis que nous avons, augmenter la productivité en même temps que préserver le paysage. Nous avons travaillé à travers une coopérative depuis quelques années, de travailler de plus près avec eux, de créer des partenariats avec les gens locaux, et parce que ceci permet d'augmenter leur niveau de vie, de pouvoir produire le cachemire localement, et donc ça crée une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Et ça permet également de travailler dans la gestion des terres en créant une plus grande conscience et dans ces terres fertiles de la Mongolie. Nous travaillons également par les chaînes de production et créer des partenariats gagnant-gagnant où non seulement où nous gagnons, mais également les producteurs locaux gagnent. Donc, est-ce que vous croyez que les consommateurs voudront payer plus pour avoir ces produits locaux, et comment pouvons-nous faire que les compagnies plus grandes et plus nombreuses puissent participer dans ce système de production? Энийн чинь төлөө нөгөө нэг тэр таны хөдөлгөөний агч нар тэр хэмжээний одоо үн төлөх үү гэж асууж байна. Таны энэ одоо загварыг бид нар том компаниуд яаж ийм том одоо бэлтгэн нийлүүлэгч том ус үндэстэн дамжсан одоо компаниуд энийг яаж нэвтрүүлж болох вэ? Таны энэ арга одоо энэ бичтаа одоо бэлтгэн нийлүүлэгчтэй ажиллаж байгаа буцаад нөгөө бэлчээртэй байгальд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа энэ зүйлийг гинэ. За, сонсож байна уу? Окей, stuck. Ерөн гол зүйл нь юунд хөрөнгө оруулж байгааг сонсч байна. Enki, shall we come back, maybe, if there's a problem? Il semblerait qu'il y ait un problème de connexion. Voilà, il est revenu. Il s'approche plus à la connexion Internet chez lui. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il faudrait revenir plus tard? Alors,
байна. За ер нь бол ямар зүйлд одоо сонсож байна уу? Сонсож байна. Тэгээ бэлчээрийн зүйлд хөрөнгө оруулж байгаа вэ гэдгийг тодорхой болгохоор жишээлбэл одоо манай компанийн хувьд бол одоо тэр тусмаа одоо малчтын одоо ирээдүйд одоо малынхаа үүдийг урт хугацаанд тогтвортой ноолоор чанарыг хадгалж чадах. Цаашлаа бүр одоо улс оронд одоо хэрэглэгч одоо үнэн зөв шудраг хөдөлмөр эрхлэх тал дээр нь илүү анхаарч ажиллаж байгаа болохоор тухайн том компани бай жижиг компани ч байсан ер нь бол энэ байгаль дээртэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж энийг одоо байгаль орчныхаа одоо эсрэг эрэг одоо үзүүлэлт үзүүлэх тэнд одоо хүчин зүйлийг бууруулах одоо чиглэж байгаа маа гэдэг үнэн зүйлээ ойлгочих юм бол томч байж жишээ компаниуд энэ малын үйлдвэрлэх хийж байгаа хөрөнгө оруулалтаа сайнаар хийж байгаа гэдгийг ойлгож хэрэглэгчд одоо хүрэх боломжтой. Энийг үн цэнд болгохын тулд одоо бид нар нэлээд хичээж ажиллах хэрэгтэй. Хоёрдугаар үйл ажиллагаагаа бол бид нар өшөө өргөн цар үрээтэй сургууль семинар одоо өшөө олон малчтууд чиглэсэн урамшууллуудыг хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж боддог. Yes, the world is changing and it's no longer. Le monde change et ce n'est plus le cas où les consommateurs achètent sans savoir d'où viennent leurs produits. C'est qui est le producteur. Donc, la mentalité des consommateurs est en train de changer également et donc ça a un effet sur les affaires. Il faut donc savoir être très transparent dans leur protection et pouvoir faire connaître aux consommateurs d'où viennent nos produits. Que ce soit une compagnie grande ou petite, peu importe. Il faut que ces systèmes d'affaires soient soutenables. Cas contraire, ça ne marche pour personne. Il y a toujours un risque au début d'investissement. Au début, il n'y a pas de création de revenus, mais peu à peu, nous pouvons réussir à créer des chaînes de production et pouvoir développer les capacités des producteurs. Je pense qu'à long terme, c'est très possible de créer des partenariats avec les coopératives locales et nous pouvons chercher des investissements pour augmenter la production locale. Donc, nous sommes très encouragés. Nous voyons ceci d'une façon très positive. Mais bien entendu, à court terme, c'est très difficile. C'est plutôt à long terme que nous pouvons maintenir un système soutenable. Et c'est la seule façon de faire. Voilà. Merci beaucoup pour cette idée de la Mongolie. Nous pouvons maintenant aller à l'Afrique du Sud. Et Monsieur Max Macabisi, fondateur de la Matto Company et de la production de viande soutenable. Max, il me semble comprendre que tu as également essayé de soutenir les producteurs locaux d'une façon soutenable. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ceci? Oui, bien sûr. Merci de m'avoir accepté dans votre groupe et de me donner la parole. Je pense que ce qui est important pour les petits producteurs, les fermiers, il est important de comprendre que leur bétail, je travaille toujours des batteurs, est un actif économique. Ce n'est pas seulement une bête que l'on lâche dans les pâturages. Non, nous espérons que nos fermiers peuvent gagner de l'argent avec cela. Et c'est là où le secteur privé doit se joindre à eux pour travailler ensemble. Nous avons donc essayé d'abord de travailler sur un échange de connaissances de façon très informelle. Nous allons aux terres de pâturage avec eux. Nous leur demandons qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent. Nous leur demandons de revenir en arrière. Comment travaillaient vos ancêtres? Et ceci nous permet de comprendre le passé et pouvoir intégrer de nouvelles techniques. C'est à travers cet échange de connaissances, nous pouvons créer des programmes qui sont pour le bénéfice de tous. Nous parlons d'une gestion complète de la terre, non seulement du bétail lui-même. S'il n'y a pas des terres de pâturage saines, le bétail ne peut rien manger. Et cela a comme conséquence que les fermiers doivent continuer à acheter des herbes produites dans d'autres terres. Donc, nous travaillons avec les fermiers, nous les aidons à vendre leurs produits et leur faire comprendre que la terre
fait partie du système. Ce n'est pas seulement pour que les animaux marchent là-dessus. Il faut savoir préserver, utiliser au mieux possible leurs terres afin qu'ils puissent envoyer les meilleurs produits possibles sur le marché. Un fait intéressant est que selon les chiffres de 2018, l'Afrique avait le 20% du bétail mondial. Et nous n'exportons pas beaucoup de viande, nous ne produisons pas autant que d'autres pays plus grands, mais je pense que d'une certaine façon, nous pouvons commencer à faire partie de ce village global et travailler sur la gestion de notre production. Merci. Je comprends également que vous travaillez également sur la technologie de transformation, de gestion de la terre pour améliorer la qualité du bétail. Comment est-ce que vous pouvez travailler sur ce domaine, surtout dans les terres de pâturage? La première chose que nous avons fait, c'est traiter le bétail comme des êtres humains. Et ils ont des identités nationales et ils ont un système de tags et qui permet de, chaque fois que nous étudions un animal par le GPS, nous pouvons savoir où est-ce qu'ils sont, nous pouvons calculer la densité de population, savoir quelles sont les terres de pâturage qu'ils utilisent, où est-ce qu'elles sont en train de souffrir, d'être exploitées et nous pouvons donc mieux contrôler et aider les fermiers à contrôler mieux leurs finances et leurs propriétés. C'est-à-dire créer un système où les fermiers soient partie prenante dans la production à travers des applications qui leur permettent de protéger la terre et d'augmenter leur bétail en même temps. Mais c'est merveilleux, merci beaucoup. Donc, j'aimerais uniquement rappeler à nos auditeurs que nous n'aurons pas beaucoup de temps à la fin pour répondre à des questions. Donc, merci de mettre vos questions sur le panneau de discussion de cette rencontre et nos participants pourront répondre par écrit. Maintenant, je voudrais aller un peu plus fondamentalement sur la question du carbone parce qu'on a parlé de donner des fonds importants aux communautés. Et donc, je donne la parole à Andy Gruff, qui travaille à Métren, une compagnie dans la mission et de contrôler les émissions de carbone de façon significative et travailler avec les communautés. Est-ce que tu peux expliquer le concept que vous travaillez et comment nous pouvons pouvoir travailler et donner des bénéfices à toutes ces personnes? Merci beaucoup, Fiona, pour cette opportunité. Comme vous venez de le dire, nous savons que les terres de pâturage jouent un rôle très important dans les productions et le contrôle du carbone. Et elles sont responsables, les terres de pâturage sont responsables d'un tiers du bétail. Et d'une perspective économique, nous pouvons commencer à travailler dans la meilleure production du contrôle du carbone dans ce domaine. C'est une grande opportunité qui nous permettra de réduire la température mondiale de 1,5 degré Celsius. Et il y a certaines possibilités qui nous permettront de donner aux pasteurs, aux fermiers, à toutes ces personnes, tous les systèmes pour leur donner accès à ces marchés et non seulement qu'en leur donnant le CNES pour travailler, parce qu'avoir comme disait Max, nous devons savoir comment entrer dans ce système. Changement d'interprète. Donc, ceci est un avantage ajouté pour gagner de la biodiversité et pour avoir d'autres primes de carbone qui peut être transmises aux communautés. Je sais que ce n'est pas facile, mais quels sont les défis auxquels vous faites face et comment pouvons-nous vous accompagner dans ces défis? Il y a un défi auquel nous faisons face d'un point de vue du marché. Il n'y a pas suffisamment
d'offres, mais ceci est une opportunité car nous pouvons améliorer le portefeuille et pour avoir plus de travail de bétail, etc. Donc, nous pouvons agir de deux façons. L'une, c'est à travers la technologie pour avoir un suivi de terre continu et un système de certification afin de générer les crédits. Et dans un autre côté encore plus important, c'est de travailler avec la communauté, avec les partenaires locaux et les communautés autochtones. Ne le regardons pas en tant qu'offre, mais en tant que partenaire. Donc, les partenaires, les nouveaux arrivants, ils ont une participation active du côté économique comme du côté de gestion. Ceci garantit la longévité du programme dans le long terme. Merci beaucoup. Je pense que ceci sera le point focal de notre attention. Merci beaucoup d'avoir partagé ces pensées. Edwin Midonge, vous avez travaillé côté des communautés qui travaillent avec des animaux et des organisations but non lucratives pour restaurer la productivité des terres à travers divers pratiques. Vous pouvez nous donner un aperçu de ce qui se passe, ce dont vous avez déjà travaillé? Oui, merci beaucoup, Fiona, de m'avoir présenté. Je travaille avec des conflits de gestion d'animaux. Il y a des communautés qui habitent dans le parti nord-est de Witana. Donc, plus travaille aux côtés de Cambona en se focalisant dans un programme qui est relevant, pertinent à cette discussion close et travaille avec 100 communautés, totalisant 60 000 bétaillers et avec beaucoup de pratiques de gestion du bétail. Comme nous avons déjà mentionné, nous avons des conflits avec des lions et nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de problèmes lors de conflits, y compris le réseau de marché. C'est une zone rouge, donc il n'y a pas d'incentive pour garder un œil sur le bétail. Et du fait qu'il n'y a pas de gestion du bétail, il y a beaucoup de dégradation, notamment dans des zones habitées. Il y a beaucoup de dégradation à cet égard. Il y a beaucoup de conflits lorsque nous rencontrons des lions. Donc, en 2021, nous avons eu des présentations auprès des communautés concernant des séances de formation. La gestion de bétail. Donc, nous avons travaillé dans l'un des communautés, l'une des communautés. L'interprète s'excuse, mais il n'y a pas de connexion, de bonne connexion de la part de l'intervenant. Nous vous prions de nous excuser. Donc, on continue. Oui, il y a un problème de connexion. Nous avons créé des hotspots et nous essayons également d'avoir d'engrais à carbone sur le sol de façon à ce que nous puissions améliorer le rendement de plantation. Donc, ceci nous aidera beaucoup à gérer les conflits.
OK. Qu'est-ce que vous voyez en tant que défi clé pour appuyer la communauté de terre, les propriétaires? Yes, no, listening to Anirudh, I think he probably answered some of the challenges that I have. But first of all, Il y a quelques défis. Commençons par la séquestration de carbone qui serait clé notamment vers des communautés qui gèrent du bétail. Je ne sais pas s'ils auront l'opportunité de gérer le bétail. Ce serait très bien. Mais l'un des défis que je peux revoir, c'est comment mesurer l'indice de séquestration de carbone. Des activités, comme des activités que nous menons aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des solutions pour ça. Peut-être que là, c'est une façon dont vous pouvez nous aider pour mesurer les émissions de carbone, etc. Également, la vente de crédits de carbone, des obligations de carbone, et il faut vraiment les explorer comme étant un nouvel outil. Ce serait quelque chose qui serait très utile pour nous. Merci beaucoup. Un autre sujet dont nous n'avons pas toujours parlé, ce sont les estimations de carbone. Nous allons passer à Sonia Leitner, scientifique du centre d'Elri, pour qu'elle puisse nous aider à comprendre la situation clé concernant les émissions de carbone du bétail. Sonia, vous pouvez nous donner un aperçu du problème? Je sais que c'est très compliqué, mais est-ce que nous pouvons tout de même essayer? Oui, merci, Fiona. L'une des limitantes que nous avons pour prendre des décisions mitiguées des émissions de carbone, ce sont à travers des études, des séquestrations dans le monde en voie de développement, la plupart desquelles nous avons provenant de la partie nord du monde. Il y a beaucoup de modélages et d'extrapolations qui sont valables pour le camp sud, mais ce que nous avons à partir d'une perspective africaine, c'est que nous devons réduire les émissions en carbone. Il y a deux façons dans lesquelles nous pouvons nous attaquer, c'est-à-dire la prévention de bétail et de maladies, car il n'y a pas, nous avons besoin de plus d'animaux pour augmenter la productivité, mais ceci veut dire plus de gaz de carbone. Ceci, Marco Marcovis a déjà parlé de ça. Il faut augmenter la qualité de l'alimentation tout au long de l'année pour avoir une productivité continue. Ceci est lié à la planification verte. Il faut garder un œil sur la qualité de ces aliments. Si la végétation est en bonne santé, ceci s'assurera que le carbone restera sur le sol. Donc, ceci va nous aider avec des séquestrations supplémentaires pour attaquer les émissions. Merci, c'est fascinant. Ceci nous mène dans le domaine de la santé et il faut vraiment la connecter tous les points. Vous pouvez évoquer ce dont Massengara nous a déjà parlé concernant les problèmes et la réduction du système de production de bétail, notamment ce qui dépend de terre. Oui, bien sûr. Nous sommes l'une des institutions capables de mesurer les émissions de carbone à partir d'animaux, de terre, même de corps d'eau et les bancs de carbone, car il faut avoir un équilibre total de l'écosystème de carbone. Ceci n'a jamais été fait pour l'Afrique.
Donc, si nous le voyons au-delà, il faut voir la gestion des émissions de gaz à effet de serre et le cycle de ces gaz. Donc, nous voyons la productivité de végétation, la qualité de l'eau, la translocation de nutriments dans des coraux, comme Franklin Branco a déjà parlé également. Tout ceci sont des composants critiques car le nombre d'animaux sont en train d'accroître. Il y a des changements, une augmentation du sédentarisme, etc. Tout ça va accroître la pression dans le terre. Donc, nous avons de terres de pâturage. Donc, nous avons à comprendre les implications là-dedans. Donc, en résumé, il faut créer des évidences et des nuances pour mener ces discussions, car nous avons besoin d'avoir des stratégies pour la gestion et pour l'environnement et pour considérer également les traditions et le mode de vie des personnes. Merci beaucoup, Sonia, de nous avoir expliqué tout ça. Ceci augmente mes connaissances et celles de l'audience également. Et cependant, je vois une résistance pour le bétail et sauver la planète. Je vois que votre organisation travaille avec l'initiative pour la résilience du climat. Vous êtes en train de travailler à cette résistance en Amérique latine pour que la chaîne d'approvisionnement soit plus durable. Et donc, vous pouvez nous dire un peu sur ce sujet. Merci beaucoup d'avoir posé la question et m'avoir ici. Merci aux collègues d'avoir souligné ces opportunités liées à la régulation de ce sujet. Donc, de mon côté, afin d'accroître les opportunités et pour augmenter la vitesse de la restauration, l'amélioration dans le secteur agricole, nous sommes en train de travailler dans 3 fronts principaux. Donc, le front de science, comme d'habitude, et le front de communication et d'engagement, notamment avec le secteur privé et financier. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut continuer à engendrer des connaissances et avoir l'importance du secteur de bétail et de terres de pâturage pour le mode de vie des habitants. Il faut vraiment raffiner les stratégies de communication afin que nous puissions transmettre les connaissances publiques. Donc, il faut agir des deux côtés car nous sommes face à un défi et qui est très grand et il faut avoir des évidences, mais il faut également communiquer ces évidences au public. Donc, si je reviens à votre question, nous sommes en train d'évaluer les potentiels du système de bétail pour mitiguer et adapter les mesures face au changement climatique. Par exemple, dans une publication récente dans le magazine Nature, une vision pour le net zéro vers 2050, nous voyons que le secteur du bétail a le potentiel le plus haut tout au long de la chaîne. Donc, si nous ne parvenons pas à inclure le secteur du bétail dans ces discussions et pour créer des opportunités pour nous améliorer, il n'y aurait pas des engagements en matière de changement de climat qui soient possibles. Donc, en ce qui concerne la Colombie, Jacobo Arango a déjà évoqué la mesure de l'empreinte de carbone au Colombie. Et les terres de pâturage, nous avons trouvé un potentiel pour augmentation de l'activité et la séquestration des carbone et au point d'empêcher ces émissions. Donc, ce travail nous a permis
de mieux communiquer et de participer avec le secteur financier et privé de façon à ce que nous puissions trouver des opportunités pour le secteur de bétail et des terres de pâturage. Donc, quels sont les engagements que vous avez conclus avec les investisseurs et comment prévoyez-vous de mener ces engagements à l'avenir? Oui, nous avons quelques travail dans ces fronts. Nous sommes en train de soutenir l'assistance technique et le suivi dans de premiers fonds dédiés aux interventions en matière d'agriculture et climat. Ces fonds avaient commencé à opérer en se focalisant sur l'Amérique latine et l'Afrique. Nous avons déjà identifié des opportunités d'investissement dans le secteur du bétail. Donc ici, nous avons également travaillé vers la compréhension des opportunités du secteur du bétail et des restaurations de terres et de pâturage et son lien avec les émissions de carbone. Donc, nous avons des études de faisabilité pour l'ensemble d'empreintes de carbone en Colombie pour donner une réponse à comment le secteur du bétail peut bénéficier du marché de carbone et comment ceci pourra stimuler et améliorer les meilleures pratiques dans la région. Au niveau d'engagement des communications, nous avons lancé des plateformes en ligne pour clarifier au public en général le problème de développement et pour soutenir les investisseurs et les donateurs concernant les impacts de l'investissement dans des projets. Également, nous sommes en train d'aider l'un des parties prenantes pour les plus importants dans le monde afin d'améliorer la production, l'efficacité en Amérique latine. Et à ce sujet, nous sommes en train de développer des solutions numériques pour scaler l'assistance technique et donner de soutien pour restaurer des terres de pâturage dans l'Amazonie. Et dernièrement, nous sommes en train de fermer le boucle et travailler à travers la chaîne de valeur et le système alimentaire, ce qui est une façon très efficace d'améliorer la performance des modes de vie des parties prenantes et d'autres acteurs pour restaurer les terres de pâturage. Merci beaucoup de nous avoir donné cet aperçu très intéressante. Marcène Telena est la directrice de gouvernance. Ce que je comprends, il y a un défi d'inclure l'investissement commercial dans le secteur du bétail, notamment sur les vulnérabilités telles que de sécheresse. Pourquoi est-ce que les investisseurs ont une réticence à agir? Oui, merci, Fiona. C'est une discussion très intéressante. C'est un secteur qui ne cesse pas de croître au niveau mondial. Donc, ceci est très intéressant, mais il faut se rendre à l'évidence. C'est un défi de redirectionner ces investissements vers les moyens de production plus durables pour restaurer le terre. Donc, l'espace d'investissement et oui, bien sûr, les investisseurs ont une réticence parce qu'il y a une réputation qu'il faut démentir.
Et oui, les investisseurs c'est comme le secteur le secteur énergétique et d'autres secteurs. Donc, il faut avoir un changement de pensée et de la compréhension de ce secteur pour que les investisseurs puissent donner une réponse également concernant la déforestation et les changements climatiques. Nous sommes en train d'investir dans les compagnies qui ont une empreinte commerciale pour la production commerciale durable. Donc, ceci est quelque chose d'escalable. Donc, nous avons pris le risque de transitionner, espérant que tout le monde puisse donner suite dans ce de production durable. Et comme nous l'avons déjà mentionné, je pense qu'en fin de compte, nous avons besoin de voir plus d'investissements dans les terres de pâturage de la part de ces investisseurs, mais que croyez-vous est important pour avoir une valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement? Nous avons vu des suggestions de la part de la Mongolie, etc., mais que pensez-vous qu'il faut faire? Oui, il y a des initiatives fantastiques dont les intervenants ont déjà évoqué concernant les avancées en technologie et d'autres façons de gérer et à mener un changement. En Colombie, nous avons travaillé avec une agence de certification, y compris la préservation des forêts et des terres de pâturage. Donc, ceci a donné un produit local pour le marché colombien. Voilà l'un des exemples que nous avons pu observer concernant les certifications. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire concernant le bétail, mais c'est un bon départ, un bon point de départ. Également, au Brésil, nous avons pensé à un moyen de rotation et d'intensification de la production de bétail dans le paysage. Donc, amélioration des capacités de restauration de la terre, ce qui nous donnera plus d'opportunités à avoir une conservation plus élargie de façon à ce que le business puisse être durable. Voilà des exemples d'intégration de la durabilité et de l'empreinte commerciale. Donc, il n'a pas il n'a jamais suffisamment d'empreintes. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à investir. Je pense que c'est l'un des défis les plus importants. Et ceci, je pense que nous aurons des conséquences positives pour cela. Donc, il faut vraiment penser au secteur et au potentiel énorme que nous avons pour transitionner et pour l'infrastructure commerciale qui aura la suite. Merci. Je pense que cela nous mène aux opportunités pour travailler ensemble. Comme nous l'avons déjà dit, le bétail est ici pour rester. Le système ne cesse pas de remonter, mais il faut faire en sorte que ce soit fait de façon durable. Merci beaucoup, Martha. Ceci nous mène à la fin de cette table ronde, ces discussions. Moi, je voudrais revenir sur Kaylee. Kaylee a été très occupée en décrivant, en nous donnant des images de cette séance. Kaylee, est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant le sujet? Je sais qu'en plus de travail visuel, bon, vous avez quelque chose à ajouter en résumant cette conversation.
Ça s'écoulait très vite. J'étais fasciné par vos propos. Je pense que maintenant, le résumé, je ne sais pas si vous pouvez voir le résumé que je fais des intervenants. Donc voilà. C'est un petit dessin. Il y a beaucoup de notes que j'ai prises. Et pour aller en numérique, je pense que là, ce serait beaucoup mieux pour que vous puissiez voir l'ensemble de la discussion. Mais ce sera par la suite. Une autre question, parce que nous avons quelques instants avant de clôturer la séance. Donc, c'est une question posée à Martha de la part de Suzanne, notre panéliste. Des exemples dont vous avez déjà parlé se focalisant sur les forêts historiques et l'impact de la déforestation. Quels sont les meilleurs exemples sur des régions où il y a une compatibilité de la végétation locale et comment nous pouvons nous améliorer pour prévenir la transformation des terres forestières? Oui, l'un des exemples dont j'ai déjà parlé, c'était en Colombie, dans un écosystème de savane. Ce que nous faisons là-bas, c'est qui a marché d'ailleurs très bien. Nous avons travaillé avec cette entreprise par le biais d'un système où la terre se va préserver avec le carbo. Donc, nous avons une zone de préservation et de production. Il y a d'autres parties de la zone où nous avons une gestion améliorée de plantation et une réduction des gaz à effet de serre et des effets sur le sol. C'est un modèle de carbone neutral où nous avons une préservation totale de l'intégrité du sol et du paysage. Ceci est un modèle très différent par rapport au modèle de paysage où il y a d'entreprises qui changent complètement le paysage, y compris les arbres, et où il y a un système complet de pâturage qui s'abandonne pour que la végétation locale remplace l'auparavant dit terre de production. Donc, il y a une technologie de rétablissement dans ces zones pour la préservation des savanes et forêts. Donc, voilà des exemples sur comment nous travaillons dans ce genre de paysage. Merci beaucoup, Martha. Donc, je pense qu'ici, nous allons clôturer la séance. Merci beaucoup tous et chacun d'entre vous. Nous connaissons nos tâches. Nous allons passer à Chris Miderad et UICM pour clôturer la séance. Oui, merci beaucoup, Fiona. Et merci d'avoir modéré cette séance. Juste pour connecter le point sur comment nous pouvons travailler dans le corridor et les marchés. Il faut répondre de façon très doucement aux communautés et également penser au rôle du marché. Une tendance philosophique dont je ne veux pas m'entendre davantage, c'est les marchés eux-mêmes sont des agents de changement, mais il faut les encadrer de façon à ce que nous puissions satisfaire les besoins de production et de bien-être humain.
Donc, lorsque nous passons aux finances dans l'avenir et comment nous pouvons améliorer les endroits pour les communautés, donc je parle au marché concernant les besoins. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance. J'espère que ça vous aidera beaucoup à communiquer le message dans l'avenir. Merci. Thanks over to the GLF team. Thank you.